Bonjour à tous, c'est Mandrin. Comme vous pouvez le constater, j'enregistre ce message après l'épisode pour vous prévenir que l'enregistrement a duré plus de 3 heures et donc on a décidé de sortir l'épisode en 2 parties. La première partie qui sera consacrée du coup à la présentation des invités et la deuxième partie dans laquelle on partira un peu plus en débat. Voilà, donc on sortira la deuxième partie la semaine prochaine, n'ayez pas peur. Merci et bon épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Art Talk. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Anaïs et Mandrin comme d'habitude, et moi je suis Ronce, et il y a avec nous Salim et Xavier. Donc salut les gars, bonjour. Bonjour. Salut. Coucou. Ça va Bah écoute, ça va. Et à On est raconter pareil. Ouais. Il y a une question ou il faut... Non, je disais oui, qui a envie de commencer à raconter sa vie parmi vous deux. parce qu'il faut raconter sa vie. Ah bah oui, Ah Vas-y, ouais. Xavier. Il faut C'était raconter dans l'an sa de vie. grâce. Mais, voilà, le problème c'est que si vous me faites commencer, moi je vais pas terminer quoi. Donc Mais si, comme ça, ouais, je me ferai un plaisir ouais, tu me de l'écouter. Et alors en fait, il faut commencer où? Parce que Bah, Je trouve que c'est intéressant. À quel Ouais. moment tu as commencé à découvrir un peu que tu aimais le dessin, l'image, la poésie, dans ton cas, putain. et des tas de trucs comme ça, quoi. et les animaux en Une 3D. année. Voilà, une anecdote en 6e, enfin je sais pas, ce que tu veux. Quoi. en fait, je vais partir par la fin peut-être parce que je me dis aujourd'hui que j'ai un sacré parcours, j'ai fait plein de choses. Là, je me retrouve prof, je fais des dessins animés, je fais du dessin, j'écris. Et je me suis demandé d'où ça venait, tout ça, quoi, quelque part. Et quelque part, je me suis rappelé de quand j'étais vraiment tout petit. Les trucs que je kiffais, c'était en CE1, CM1. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, on avait un cahier un peu particulier. On avait un cahier avec une page avec des lignes sur le côté Ouais, et une page blanche de l'autre côté. ouais. Et on avait donc une poésie à gauche et on avait une page blanche pour illustrer la poésie. Oui, Et c'était je me trop rends bien. compte aujourd'hui que c'est ça que je fais, quoi. C'est-à-dire que je suis encore dans l'écriture, alors précisément un petit peu plus dans la poésie, enfin plus dans la poésie. C'est là où finalement j'ai fini par atterrir. Et il y a des fois, les mots c'est très utile pour raconter des choses, et puis il y a des fois c'est le dessin, quoi. Et les deux se complètent bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un petit truc qui m'est très perso, que je fais ça tout seul dans un coin, c'est toujours une petite phrase poétique avec une illustration, quoi. Donc finalement, ça a commencé par là, mais je m'en suis rendu compte que bien après, quoi. C'est marrant. Ouais, c'est assez drôle parce que encore récemment, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? C'est la question qu'on vous pose quand on est petit. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je savais que c'était dans le dessin. À un moment donné, j'ai su que ce serait dans l'informatique. Alors l'informatique, hein, pour Salim et moi, ça est apparu assez tard. Hein. On avait quoi? On avait 10 ans, 12 ans. Il y avait les premiers PC qui arrivaient. Donc, on n'est pas des natifs de l'informatique. Donc, en même temps, moi, j'ai eu de mon côté un ordinateur assez tôt parce que ma mère était fonctionnaire de l'État et elle avait accès à des ordinateurs. C'est des Goupil 486 qu'elle ramenait à la maison. On avait une seule couleur sur l'écran, hein, c'était un beau vert Matrix avec une résolution de peut-être 48 pixels de large. Incroyable. Donc, Déjà un hipster avant l'heure, quoi. Et je parie que l'ordinateur devait peser un âne mort aussi, non? C'était c'était une grosse machine, c'était une grosse boîte noire avec deux lecteurs disquettes 5 pouces 1 quart, c'est des disquettes souples à l'époque, il y avait même pas les 3 pouces et demi.
et il y avait un disque dur d'1 mégaoctet dessus, c'est Waouh. quand même Énorme. assez ouf. Et il y avait plus d'espace sur une disquette, et donc on lançait. Alors moi je kiffais parce que j'ai commencé d'ailleurs du traitement de texte sur ordinateur, puisque je lançais Word, qui était il y avait 2 logiciels, il y avait Word et Excel. Donc il fallait faire CD / 2 points, c'était sur DOS, il n'y avait même pas encore Windows et pas de souris. Donc on accédait au dossier en ligne de commande, on avait des codes comme ça, assez rigolo. Puis Windows 3 points est arrivé. On avait 16 couleurs. C'était ouf, des écrans 12 pouces, des écrans 13 pouces cathodiques, qui faisaient autant de large que de long. C'est assez drôle. Et il y avait un truc qui s'appelait Paint là-dessus, où on avait accès à des grilles où on pouvait cliquer sur des pixels. Et à l'époque, c'était en 89, j'ai eu la première Nintendo avec un pack que mes parents avaient acheté. C'était le pack Duck Hunt Gyromite, où il y avait un robot avec des comment ça s'appelle, des toupies. C'était un robot qui était commandé par des flashs à la télé, donc tu pouvais jouer à 2, enfin tout seul, mais avec un robot qui abaissait la deuxième manette, des colonnes bleues et rouges. Vous regarderez sur internet Gyromite. Ça me dit un truc. Ce robot est ultra lent. Oui. Il est. En fait, il fallait faire start pour faire une pause, rentrer ses lignes de commande, attendre que le robot fasse son tour. Et c'était hyper dangereux. En fait, ils l'ont arrêté parce que les toupies allaient à très très vite, puis du coup elle se barrait à un moment donné, ça blessait les gens, et les enfants notamment, qui jouaient à ces trucs-là. Donc on avait c'est très bien, un vrai jouet tueur. Un peu vénère. Donc après il y avait plus que le pack Duck Hunt avec le pistolet qui lui était assez inoffensif, à part si tu le jetais sur ton petit frère quand t'étais vénère. Oui, après n'importe quelle manette, ça sent tu l'étranglais avec le cordon, mais ça c'est une autre histoire. C'est ça. Et donc il y avait Mario Bros, et donc moi quand j'allais au bureau de ma mère le mercredi quand elle pouvait pas me faire garder, je me mettais sur Paint et puis je cliquais sur les pixels pour refaire des Mario et ce genre de trucs, quoi. Donc très tôt je voulais faire du graphisme, je dessinais les Dragon Ball au Club Dorothée, les Scooby-Doo et tout ce qui passait à la télé. Et puis j'étais très ordinateur, et quand j'ai appris qu'on pouvait faire du dessin sur ordinateur, je me suis dit voilà, c'est ça va être mon métier. D'accord. Donc après je peux continuer toute ma vie, mais tant que tu juges que c'est intéressant, vas-y, on écoute. Écoutez, après ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai quand même continué sur une filière scientifique. J'étais plutôt calé, assez nul en orthographe. Ouais. C'est ça qui m'a poussé un peu sur les maths, contrairement à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, moi qui suis plutôt un littéraire finalement. Comme j'étais assez mauvais en orthographe, j'avais ma prof qui mettait des notes négatives en dictée. Du coup, ça m'a pas motivé, quoi. Donc j'étais plutôt pas mauvais en maths, donc j'ai continué là-dedans. J'ai eu une option graphisme en terminale que j'ai squatté avec les L. Et puis j'étais parti pour faire maths sup, maths p. C'était ce qui avait marqué sur mon dossier là, ce qu'il voulait faire de moi. Mais j'ai dit non. En fait, moi, j'aimerais bien aller à Nîmes. Il y avait à l'époque une section d'art appliqué. C'était tout nouveau, ces trucs. Moi, je voulais faire un BTS communication visuelle. Il fallait faire une prépa art appliqué. Donc, j'étais plutôt parti pour faire ce genre de truc. Et en fait, c'était pas si évident que ça, parce que quand tu venais d'une filière scientifique, t'étais kické out, quoi. Ils voulaient pas de toi parce que t'avais pas fait t'avais pas fait de l'art. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça a été un peu l'angoisse pour mes parents et moi, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de moi là-dedans. Et puis sur Montpellier, il se montait des écoles. Il y avait plusieurs écoles. Il y avait Studio M. Il y avait l'ESMA qui démarrait. Ça faisait là, je vous parle de ça, on était en 1998, c'était au cycle dernier. Littéralement, millénaire d'avant.
Ouais, tout à fait. Et donc, à l'ESMA, à l'époque, il y avait du design d'espace, il y avait de la mode, il y avait ce genre de trucs. Et puis surtout, c'était une école qui s'étendait sur 2 appartements. Ils avaient acheté 2 appartements à l'espace Pitot, et puis il y avait des sections, quoi. Donc, je suis rentré là. Ils étaient plutôt contents de voir mon bulletin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scientifiques qui rentraient chez eux. Et je suis rentré là, et puis j'ai eu mon BTS Com en 2001. Et de là, je suis parti. Alors, j'avais envie d'arrêter les études un peu. J'avais envie de faire une pause. Parce que c'était long, hein, de 21 ans d'études. C'est long. 21 ans, c'est long, ouais. Ouais. C'est chiant, ouais. Ouais, c'est chiant, donc j'avais plutôt envie de pas commencer tout de suite à bosser, donc j'ai traîné jusqu'à décembre, hein, après avoir eu mon BTS. Et puis en décembre, j'appelle le type qui m'avait accueilli en stage d'imprimerie. Je lui ai dit que je cherchais éventuellement du taf, quoi. Il m'a dit ok, ben je savais pas, passe. J'ai dit mais quand? Bah ce soir là, il y a montre-moi ton book. Donc je passais le soir même, alors un peu dégoûté, parce que je me dis, bah, oui, d'accord, mais enfin, j'avais peut-être pas prévu si tôt. Peut-être que j'aurais bien aimé un an ou deux pour me préparer, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais pas envie de travailler, en fait, quoi. Et du coup, le type me dit, bah écoute, c'est cool, tu fais quoi demain? Bah j'ai dit il y a rien puisque je suis au chômage, et du coup il m'a dit bah viens, on fait un essai, puis si ça branche, on te signe un petit CDD, quoi. Et donc j'ai enchaîné sur un CDD de 3 mois, puis de 6, ce qui a fait que je me suis retrouvé dans une boîte à faire des cartes de visite pour jardiniers. Des trucs super relous. Tu t'apprends pas à l'école. On t'apprend que tu vas faire un brief client, que tu vas faire une stratégie de communication, que tu vas faire plusieurs propositions de logo avec des pistes incroyablement recherchées. Mais en fait, le jardinier te dit non, moi je suis dans le jardinage, donc je veux du vert. Et puis là, tu mets mon nom et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc du coup, bah c'était intéressant quand même, parce que j'ai appris pas mal de choses sur l'imprimerie, mais je me suis retrouvé avec des quadras. Je dis ça maintenant que je le suis, mais pour moi c'était quand même des vieux. Et donc je me suis dit faudrait que je retourne à l'école, quoi. Et je suis reparti aux portes ouvertes de l'ESMA, et ça faisait 1 an qu'ils avaient monté une section avec des stations Silicon Graphics, SGI, avec des cartes graphiques qu'on ne trouvait pas encore dans le commerce, dans les PC traditionnels, et qui faisaient tourner de la 3D. Et Maya, à l'époque, c'était quoi? C'était alias Wavefront, hein, c'était Maya, c'était la version 4 de Maya. Ah oui. Qui tournait à l'époque. Et donc il y avait cette section 3D, et j'ai dealé avec le directeur. Et il m'a dit bah ouais, vas-y, viens. Voilà, et j'ai commencé 3 années en cinéma d'animation 3D à l'ESMA. C'était la 2e section. Il n'y avait pas eu encore de film qui sortait à l'ESMA, et il y a eu un tout petit film qui avait de Nicolas Chaube. C'est lui qui a sorti le tout premier film de l'ESMA. Et après, donc, il y a eu notre section en 2005. On a sorti un film en été qui s'appelait Oui Maman, hein, l'histoire d'un type avec un gros bras, enfin un bras plus gros que l'autre parce qu'il se branlait. À l'époque, on pouvait faire des trucs un peu. Ouais. C'était assez drôle, et on peut plus trop. Ah non, maintenant faut aller en festival, hein, et puis il faut ramener des prix, hein. Ouais, mais bon, je vous en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, parce que je suis revenu à l'ESMA, mais en tant que prof cette fois, donc on va essayer de débrider des choses. En tout cas, à l'époque, donc Robert se branlait devant la photo de la secrétaire du dentiste, parce qu'il était tombé fou amoureux depuis qu'il était petit, et sa mère, méchante, marâtre, l'empêchait absolument d'aller chez le dentiste, et donc elle voulait absolument qu'il se lave les dents.
Et spoil, hein, il tue sa mère, hein, donc il le tue. Ah oui, c'est violent, ouais. Fallait y aller, quoi. Ouais. Mais c'est par amour, hein, c'était pour rejoindre l'amour de sa vie, donc évidemment. j'étais déjà romantique à l'époque. Qui n'en ferait pas autant. Exactement, donc du coup, voilà, Oui Maman 2005, on passe au festival du Cinémed, donc pas mal de festivals, et ça lance un peu l'ESMA sur le truc des films d'animation, puisqu'il y avait Supinfocom qui marchait bien à l'époque, à Arles, à Valenciennes, hein, c'était vraiment les cadors. Puis donc c'était notre modèle, quoi. On avait envie d'en faire autant. Et puis l'année d'après, on a sorti Exit, donc un film de 8 minutes en noir et blanc avec un docteur et un fou. Bah, on pourrait mettre le lien pour ceux qui yes. voudraient le voir. Et ouais, puis là, on a fait Annecy, on a fait Imagina, on a gagné des prix en Chine. Je me souviens avoir fait une conf en présentant le film. Enfin, vraiment un truc très, 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 très cool, quoi. Et ça rejoint pas mal de choses que j'aimais faire, hein, puisqu'il s'agissait de dessin. Donc moi, j'ai adoré dessiner les personnages de ces histoires, adoré écrire ces histoires. Et notamment Exit, finalement, avec le recul, que j'avais écrit déjà en alexandrin, ce sont des vers, quoi, de poésie. Et donc, tout le texte de ce film est en alexandrin. Donc, d'accord. Donc, il y avait déjà à l'époque un peu ces petits germes là d'écriture et de dessin qui se mélangeaient là-dedans, quoi. Voilà pour la partie scolaire, quoi. Après, il y a tout un épisode professionnel que peut-être je raconterai au moment où Salim on sera rendu à la fin de ses études. Yes. Vous pourrez nous dire aussi. Ok. Cool. Je vais suivre un peu la même structure que Xavier. Alors, je dessine vraiment depuis que je suis tout petit. Donc, dans les souvenirs, 2-3 ans, j'étais déjà un peu en mode dessineux compulsif, à dessiner sur les murs, des trucs comme ça. Tes parents devaient être contents? Ouais, c'est ça qui était cool, c'est que ma mère était assez en mode éducation positive, dolto, machin et tout. Donc c'était il a dessiné sur le mur, c'est pas grave, on va lui mettre des feuilles et il pourra dessiner sur les murs. Du coup, t'as fini par graver la voiture avec un caillou. Tout ça. C'est pas grave, il dessine, c'est bien. Ouais, c'était ça. C'était un peu ça. Donc après, pareil, le mélange au niveau des petites influences qu'il y avait, c'était genre... dans ma chambre, j'avais un poster de Goldorak en 3D, genre les trucs gaufrés, ça avant 4 ans, et dans les chiottes de mes parents, il y avait la Joconde, donc truc super classique. Et puis en fait, moi, je prenais tout ce que je pouvais voir, je recopiais, je passais mon temps à dessiner, ça foutait la paix à mes parents, et puis moi, j'étais à fond dedans. Et puis au fur et à mesure du temps, ça a continué. Après, je suis venu en France, parce que j'habitais en Algérie, je suis né là-bas, quand j'avais 4 ans, et en fait, là, j'ai quand même eu le dessin en tant que moyen de contact, parce que vu que j'étais quelqu'un qui passait du temps à grabouiller, et on se débrouille un peu mieux que les autres, donc les gens disent que c'est bien, donc à l'école maternelle, on se débrouille mieux que les autres, donc ils sont contents, ils veulent qu'on fasse des dessins pour eux, et vraiment toujours eu ce côté communication par le fait de dessiner avec les gens, et vraiment la sociabilité qui se faisait comme ça. Donc après, j'ai commencé à connaître l'informatique un tout petit peu plus tôt que Xavier, parce qu'il y avait mon padré qui était ingénieur agronome, qui faisait un doctorat, une connerie, donc on lui avait passé un PC à l'époque, les portables de ouf, genre dans les premiers portables d'IBM, donc c'était le portable qui faisait 14 kilos, un écran de 15 pouces. C'était des transportables à l'époque. Ouais, voilà, l'ordinateur valait 4000 boules, quoi. Ouais. Et c'était genre un prêt de l'INRA, d'Institut de recherche. Donc, moi, je jouais au jeu La Grenouille qui doit traverser la rivière avec les bûches, le jeu du barman qui envoie des bières et il faut les rattraper, des conneries comme ça. Et après, pareil, il y avait des petits trucs pour grabouiller, des dessins. Donc, pareil, à l'école primaire, on avait la chance d'avoir des PC avec des stylets, donc on pouvait dessiner sur les ordis. C'était trop bien. Trop bien. Donc ça, c'était les premiers contacts et tout. Donc, on avait des petites après-midi informatiques et tout. Et ça déchirait. Et puis ensuite, en fait, dans la scolarité, c'est là où on va dire, je me suis forgé un peu une conviction et des choses au niveau du dessin et surtout
sur le fait que, en fait, moi je pensais que c'était un moyen de sociabiliser avec c'était un moyen de sociabiliser avec les gens qui savaient pas dessiner ou qui avaient pas passé assez de temps à dessiner, donc donner l'illusion aux autres qui savaient. Donc un peu le côté magique, vaudou, on fait un grabouillon, les gens c'était trop fort et tout, c'est trop t'es doué. Non, je suis pas doué en fait, je suis juste un connard qui passe 4 heures par jour à dessiner parce que j'adore ça et puis voilà, donc c'est normal que vu que je passe plus de temps que toi, voilà. Et après on tombe sur des gens qui dessinent bien aussi au fur et à mesure des classes. Et en fait, ce qui se passe, moi je pensais que ça allait être un truc, on allait se motiver entre gens qui dessinaient, choses comme ça. Mais bizarrement, c'est Highlander. Il ne doit en rester qu'un. C'est la compète. Ouais, et dans chaque classe, ça a été ça, mais genre, vraiment, jusqu'au lycée, où c'était, on arrive dans une nouvelle classe, il y a 2 personnes qui dessinent, qui passent beaucoup de temps à ça. Celui qui dessine moins bien était dégoûté, donc il a arrêté de dessiner, puis on continue. Et c'était un peu quelque chose d'assez étrange, mais qui se répétait au fur et à mesure des années. Et donc toi, t'as brisé les rêves de tout le monde, c'est ça? Non, c'était même pas briser les rêves, mais c'était un côté où justement, moi je sais que par exemple au cours de ma vie et surtout mon enfance, je sais que j'arrive carrément à me renvoyer à des moments quand je faisais des dessins. Par exemple, il y a des dessins que j'avais faits, je me rappelle de l'après-midi où je l'avais fait, ce que mes parents faisaient à ce moment-là. Ah ouais. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui en fait a ponctué ma vie. C'était des souvenirs majeurs où je me souviens de quand je recopiais certains trucs et que je passais du temps tant que j'y arrivais pas, je m'acharnais. Donc c'était vraiment quelque chose où justement, ça guidait vraiment toute ma vie et puis mes souvenirs et puis voilà, c'est pareil, c'était vraiment un moyen de sociabiliser parce que avec les gens, c'était toujours un peu ce côté-là, même si on est un peu à part quand on dessine, on est dans son monde, sa bulle. Je me rendais compte qu'en fait non, c'est quelque chose qui se partageait et que les gens aimaient voir, donc un peu un cercle vicieux vertueux où c'est plus les gens vous encouragent, plus on le fait parce que on est récompensé par la gratitude des gens, donc ça motive de plus en plus, et puis on passe de plus en plus de temps à faire ça, et à côté de ça, un plaisir personnel, mais qui est vraiment guidé par ce que les gens disent de ce qu'on fait. Ouais, je vois. Donc ça a été ça, en fait, vraiment jusqu'au lycée, où c'était ponctué de ça. Donc ensuite, ce qui s'est passé au niveau de la scolarité en 3e, t'avais un truc avec la BD aussi, non, Salim, toi, ça fait... Ouais, moi, tout petit, en fait, vraiment, mon rêve, je sais pas, à 5-6 ans, déjà, c'est je veux faire de la BD. C'était mon truc, c'était, je veux raconter des histoires, faire plein de dessins, et puis voilà. Donc, je recopiais plein de pages de BD, je recopiais plein d'illustrations, et de choses comme ça. Et je faisais des petites pages pour moi, en racontant mes histoires au fur et à mesure, avec tout le côté où, justement, avec Xavier, on est des vieilles, donc genre les 40 balais, donc en fait on avait beau avoir des orditos, le seul endroit où on pouvait trouver plein de bouquins ou comment se renseigner, il y avait pas de tuto sur internet, fallait aller chercher des livres de dessin. Moi j'achetais des magazines, mes parents m'achetaient des magazines peindre et dessiner qui sortaient genre toutes les 2 semaines dans les kiosques, et j'apprenais des techniques de dessin dans ces trucs-là, et puis je m'intéressais énormément à ça. Et pareil sur la BD, tout le côté où on apprend justement qu'il y a tout un côté technique, parce que c'est vrai qu'il y a le côté où on fait ça sans réfléchir, on modèle notre cerveau pour comprendre comment dessiner, mais à partir du moment où on commence à comprendre que des gens ont intellectualisé ça, créé des méthodologies, des choses comme ça, on passe un peu à un autre niveau où on se dit en fait il y a déjà des gars qui depuis plus de 2500 ans se cassent le cul à dessiner, et en fait ils ont tout mis dans des livres et ils nous racontent comment ils font pour qu'on gagne du temps. Donc à la rigueur, je vais utiliser ces choses-là. Donc c'est vrai que là-dessus c'était difficile de trouver des bonnes sources, mais elles étaient plus réduites, et c'était des livres, des magazines, des choses comme ça. Ensuite, arrivant en 3e, toujours le côté le dessineux de la classe, et ces choses-là qui traînaient. Et donc, arrivant en 3e, j'avais des notes correctes et tout ça.
Et je voulais faire un CAP taille de pierre, alors que j'avais des bonnes notes. Donc là, le grand truc, on va avoir une conseillère d'orientation. Et Moi, je te vois bien en tailleur de pierre. qu'est-ce que tu veux faire? Et tu dis, bah, moi, j'aimerais faire du dessin. Mon rêve, c'est le dessin, la bande dessinée, les choses comme ça. Mais j'ai regardé les écoles, c'est loin, c'est compliqué, ou c'est des écoles privées, mes parents n'ont pas forcément les moyens. Sinon, j'aimerais bien faire tailleur de pierre. Donc là, bah, la conseillère d'orientation dit, bon, bah, le dessin, la phrase magique, un élu pour 1000 appelés. Donc, c'est pas la peine, ça sert à rien et tout. De toute façon, C'est pas un vrai métier. Exactement. Tailleur de pierre, on te fait, t'es débile, tu sais lire, t'as des notes correctes, hein, tu vas aller en général, faire un CAP, faut être tobé. Donc, j'en avais discuté avec mes parents, et puis en fait, mes parents me disaient, bon, bah, Salim, ce que tu feras, bah, tu passes, t'as ton brevet, tu passes ton bac, et puis après ton bac, si tu veux, tu feras ce que tu veux. Donc, on dit, ok. On continue sur cette voie-là. Donc là, à partir de ce moment-là, vu que j'avais pas trop le goût d'aller en général, que moi c'était plus un profil littéraire que j'avais, donc avoir des cours de je sais pas quoi là, il faisait du latin, des trucs, ouais, ça me disait que dalle quoi. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, par des potes, je m'étais retrouvé à faire du rugby parce que en fait, il y avait une meuf super jolie qui était la grande sœur d'un gars. Et avec un pote, on allait chercher son petit frère au rugby, et cette meuf-là, elle me voit, et puis à l'époque, ben voilà, je sais pas, ouais, genre en troisième, je sais pas quel âge on a, et elle me fait, ah, mais t'es grand, et tout, donc j'étais, genre, je sais pas, assez costaud, et tout ça, et elle me fait, ça serait bien que tu joues au rugby, ça serait cool. Et là, je commençais à jouer au rugby pour aller voir la meuf qui était trop mimi, et faire les entraînements, et en fait... au bout de quelques mois, on dit ah bah tu te débrouilles bien, on va te prendre en équipe régionale. Et puis à la fin, justement à la fin de l'année scolaire, là où je savais vraiment pas ce que j'allais faire, que le général ça me disait rien du tout, bah on me propose de faire un sport-études rugby. Là je fais ah bah bingo super, 24 heures de sport à la place d'avoir quelques options, ça va être cool, ça va être rigolo, je vais être qu'avec des gars bien allumés, ça sera sympa. Et là en fait, eh ben je me suis retrouvé au sport-études rugby, mais toujours avec cette même idée. Donc là j'étais avec des mecs qui faisaient du rugby depuis que moi je dessinais, donc en mini poussin, les mecs ils avaient 4 ans, ils touchaient un ballon ovale, c'était des super passionnés, et moi je pensais qu'un seul truc, dessiner, et quand je leur disais bah non, moi, on m'a proposé ça, je viens là, mais c'est pas pour faire carrière, et moi ça faisait genre 4-5 mois que je faisais du rugby, donc c'était vraiment pas une passion. Et voilà, je passais toujours mon temps à dessiner, et puis c'était le truc, les gens savaient que Salim il veut dessiner, il s'en fout d'être ici en fait. C'est juste parce qu'on lui a proposé, et puis voilà, c'est un petit truc. Donc là, par contre, j'ai commencé à apprendre ce que c'était une scolarité un peu déjantée, parce que j'étais qu'avec des sportifs, donc des basketteurs qui jouaient en première, des équipes de première division, en junior et des choses comme ça, et que des gars complètement gogoles, pareil pour les rugbyman, les handballeurs. Et là, en fait, la scolarité est partie en vrille. Parce que nos cours, c'était genre du grand n'importe quoi, genre lancer de camembert en plein cours de physique, attraper un prof par les pieds, et puis le pendre par la fenêtre du deuxième étage. Oh, les sales gosses. Géante. Donc, en fait, ma scolarité, au bout de 2 ans, s'est arrêtée. On m'a dit, c'est quoi, hein tu vas faire autre chose. Et là, je me suis retrouvé à faire un bac STT secrétariat. Oh putain. Dans un lycée avec des nonnes. Le mec, d'accord. Le rugbyman, un secrétaire, quoi. Et là, on fait, waouh, le choc. Mais là, pareil. Bah, en fait, le dessin guidait toujours ma vie. Donc, je dessinais tout le temps, en cours, tout le temps, mes trucs. Et justement, là, dans un bac STT secrétariat, imaginez qu'il y avait énormément de filles. Oh là là. Et on était genre 2 mecs. Et en fait, j'avais découvert un peu justement ce pouvoir soi-disant de comment socialiser avec le dessin, mais aussi quelque part c'était un truc de séduction aussi. Ouais. Donc, ça rajoute de la meuf, quoi. Exactement, on est un artiste et tout, soi-disant, alors que moi c'est vraiment un concept que j'aime pas. Quoi, pour moi, je suis pas un artiste, je suis un gars qui grabouille. Et ce concept-là, bah en fait, c'était bien.
Mais genre, je suis sorti avec une meuf de ma classe, avec une deuxième, ça a été la guerre du Vietnam. Et là, je fais, bon, ok, vous savez quoi, là, le secrétariat, ça me dit pas trop et tout. Donc là, j'ai arrêté l'école pendant 1 an, avec l'accord de ma mère. Mon père ne savait pas. Et en fait, je passais toutes mes journées à dessiner. Enfin, Mais on avait fait un deal, fallait que je passe mon bac quand même, mais j'avais le droit de faire une année sabbatique pour faire ce que j'aimais, parce ma mère comprenait que faire de la mise en page sur Word en mode petite secrétaire et autres, c'était pas forcément mon kiff. Et c'était, là, tu vas te faire plaisir 1 an, et puis après, tu y retourneras, tu passes ton bac tranquille. Donc la chose que j'ai faite, et c'est comme beau quand même, d'habitude, c'est beau quand même. Oui. j'avais accumulé beaucoup de dessins, de choses sur cette année sabbatique. Donc après arrive le moment du bac. Et au moment du bac, j'étais toujours en STT, donc je me dis, mais je vais prendre l'option art plastique, vu que en fait le dessin c'est un peu une passion dévorante et autres, et que j'ai plein de choses à montrer. Donc là, le bac STT, ça se passe. Au moment de l'épreuve d'art plastique, donc je me pointe avec genre des toiles, des sculptures, plein de dessins, plein de choses et autres. Le petit oral pour présenter ce qu'on a à faire. Et puis là, les gens qui me disent, ah, mais en fait, vous savez, vous êtes un peu fait pour ça quand même. Là, tout ce que vous montrez, c'est vraiment sympa, bidule. Donc là, pour la première fois, c'était pas, ça sortait de la bouche de prof. Donc c'était des profs de dessin. J'avais été encouragé par mes profs de dessin et autres avant. Et là, c'était un peu différent. C'était genre 2 personnes, un jury au bac, un moment soi-disant important dans la vie. Donc, on y accorde un peu plus d'importance. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le bac est passé. Il nous donne une date pour récupérer nos dessins. Et là, PLS complète. Je me pointe pour récupérer mes trucs avec mon padré. Et là, on me fait, ah non, on n'a pas vos travaux. Mais c'est genre, j'avais ramené, je sais pas, une dizaine de toiles, 5-6 sculptures, 50 dessins sur A3. Ils avaient tout gardé, ils avaient tout vendu à la Tate moderne. Voilà, donc là, moi, j'étais vraiment pas bien, alors que c'est pas forcément mon caractère de me mettre dans des états. Et c'est là que j'ai compris que quelque part, j'avais un petit attachement par rapport à tous ces dessins que j'avais faits, et souvent, en plus, je les donnais. Mais là, c'était la première fois où je me sentais attaché à des choses bizarrement parce que je les retrouvais pas. Et en fait, après, il s'est avéré, parce que bien sûr, mon père a demandé des explications, en disant, attendez, c'est pas normal, il a ramené plein de choses, faut qu'il les récupère. Ils font, non, mais en fait, ce qui se passe ces travaux passent en commission pour une certaine raison, donc il faudra patienter un peu plus, on vous donnera une date et tout ça. Et en fait, ils avaient gardé tous mes dessins pour faire passer le truc devant 10 profs, pour faire valider qu'au bac, j'ai un 20 en art plastique. Donc le truc complètement débile et machin. Et là, par contre, mon père qui était un gros scientifique de ouf, machin, ma mère plus en mode la littéraire poétique, mon fils, fais ce que tu veux dans la vie tant que t'es heureux, et mon père, c'est fais un métier qui gagne des thunes, ce sera mieux. Et là, mon père a commencé à tiquer quand il a vu mon bulletin pour le bac. Il me fait, ah ouais, quand même, là, avec ton 20 et toutes tes autres notes, tu te tapes une mention. Là, les mecs sont dithyrambiques. Moi, j'ai pas eu de 20 au bac. Donc, quelque part, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui te fera manger plus tard ou autre. Donc là, c'était cool. Et ensuite, le bac, faut choisir quelque chose. Et là, même dilemme, c'est, je veux faire du dessin, je sais que je veux faire ça, mais faut aller dans des écoles qui étaient toutes privées ou des trucs qui n'étaient pas, mais pas forcément super intéressants. Et là, même conclusion, on regarde avec mes parents, on voit le truc, et c'est bon, les écoles, ça coûte la peau du cul. Hors de question de faire ça, à moins que tu fasses un crédit. Moi, hors de question de faire un crédit, un prêt étudiant. Donc, c'est, je vais aller à la fac en art plastique. Et on va me donner des sous parce que je serai boursier. Et j'aurai le temps de travailler, donc ça sera très bien. Et là, j'étais à la fac. Le mec, au lieu de faire un crédit, on le paye, tu sais. Ouais, voilà. C'était un peu ça le truc. C'était un peu ça le truc. Donc là, ce qui se passe, c'est que la fac, une petite copine, premier appart, avec première, cohabitation avec une femelle, avec tous les trucs de couple. Yes. Et puis voilà. Et donc après, à la fac, par contre, ça a été super cool. C'est que là, j'ai rencontré des gens qui dessinaient, qui étaient vraiment super à fond de boîte. Et
avec qui on partageait. C'était plus le syndrome que j'avais connu de Highlander. Vas-y, dessine avec moi. Non, je veux pas, je fais de la merde. Nanana. Donc et là, c'était en fait les gens qui étaient à côté de moi étaient à fond de boîte pour la plupart, étaient heureux de partager, de discuter. Et c'est là où j'ai rencontré un des potos parce que avec qui j'ai travaillé sur des mangas. Et là, ça a été justement, on va faire de la BD, on va se faire signer. Donc, dès la première année, on a été à la fac, c'était, on va faire de la BD ensemble, on va aller à Angoulême, on va démarcher les éditeurs. À l'ancienne, hein. Maintenant, on envoie un dossier à un éditeur. C'est par email, le mec regarde, on n'a pas besoin de se déplacer. À l'époque, c'était Angoulême, la mec. Si on voulait montrer son travail, dégoter un contrat, fallait se déplacer à Angoulême, faire la queue avec les gens et montrer ses dossiers pour avoir des retours de la part des éditeurs. Donc là, ce pote-là, qui s'appelle Renaud Lemaire, et là, ça fait faire 13 ans, 14 ans que son manga est sorti, Dreamland, et j'avais bossé pendant 10 ans j'ai bossé pendant 10 ans avec lui dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est monté d'un cran encore plus au niveau passionnel. Moi, j'étais le gars qui avait bouffé 50 000 bouquins, qui était un super passionné de BD, qui avait des BD partout chez lui. Je lisais du comics, du manga, de la franco-belge. J'analysais ça d'un côté plus théorique, en fait. Vraiment essayer de comprendre avec les indices que j'avais eu auparavant. C'est bon, il y a des mecs qui ont galéré à faire ce qu'on fait. Il y en a qui donnent des solutions dans des livres et des choses comme ça. Le net commençait aussi... Là, le net commençait à s'installer, donc on avait des sources là-dessus. Et là, c'était, on y va. Et on a travaillé à fond, on a été à Angoulême, passé des super bons moments. Vu les éditeurs, avoir eu des retours qui étaient positifs, mais pas de signature de contrat et autres, mais toujours avec cette idée de, trouve quelqu'un de passionné, et voilà. Donc justement, avec Renaud, on avait un côté complémentaire où moi j'étais quelqu'un de très technique, théorique, vouloir comprendre pourquoi. Et lui, c'est le mec, comment je l'ai rencontré, on est dans un cours, j'entends le crayon gratter le papier derrière moi. C'était un truc théorique où on n'avait pas besoin de dessiner, et j'entends... Je me retourne, je vois un mec dessiner un petit strip qui défonce avec une grosse dondon, un gros nichon qui balade un petit chihuahua, et puis en fait elle trébuche et puis elle tombe dessus, elle explose avec des giclées de sang. Je vois le mec faire ça super rapide, je fais oh putain t'es un tueur en proportion et tout, ça te défonce. Le mec il me fait c'est quoi des proportions? Donc, là on fait ok d'accord. Ce genre donc, de là, mec on a qui commencé t'énerve, à bien rigoler et tout, et justement là moi j'étais heureux parce qu'il y avait tout ce côté échange où il y avait des connaissances que j'avais eues, mais lui aussi, même sans le côté théorique, m'apprenait énormément de choses d'un côté beaucoup plus sur l'instinct en fait. Genre le mec était, moi j'étais en mode ok, les dessins animés c'est fait comment, il y a plein de gars qui dessinent, il y a tant d'images par seconde machin. Lui c'était le genre de triso qui se retrouvait et puis il voyait un épisode de Dragon Ball Z et puis il essayait de dessiner aussi vite que les images qui passaient devant lui, parce qu'il pensait qu'en fait c'était des gens qui faisaient ça quasi en direct. Quand il était gamin. C'est mignon. Donc voilà. Et au final, ça fait que le mec avait un très bon niveau de dessin et surtout qu'il dessinait à une vitesse hallucinante. Donc en fait, il y a eu une complémentarité qui s'est faite et puis voilà. Donc moi j'ai bossé pendant longtemps avec lui. Donc le milieu de l'édition, c'est un milieu super particulier. Et puis voilà, je vais laisser Xavier reprendre la main parce que là on a fini la scolarité. Ah, t'as fini la scolarité là. Eh ben, ouais, moi je découvre. Je sais, de toute façon que t'es technique et tout, mais là t'es gros niveau technique depuis très très jeune. En fait, tu t'es vachement intéressé à comment c'était foutu. Moi, c'est vrai que c'était pas comme ça, quoi. C'était assez instinctif. Et mais ça se ressent encore aujourd'hui. T'es quand même le type qui va chercher les tutos, qui va chercher les comment, les pourquoi, qui connaît tous les logiciels, qui les teste tous. Et ça, c'est un truc, ouais. Moi, c'est un truc qui me manque là. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de parcourir à chaque fois un truc. Là, je dis ah tiens, ça m'intéresse. C'est quoi? C'est une guitare? Ah ouais, vas-y. Comment tu? Ah ouais, tiens, tu tapes un accord. C'est quoi ça? Un piano? Ah ouais, tiens, comment tu fais ça? Tout est parti. À fond. Et en même temps, moi j'ai toujours fait ça. Tiens, c'est quoi l'écriture, tout machin? On peut écrire un roman? Ah ouais, tiens, pourquoi pas un roman? Puis la poésie, ah, tiens, de la poésie. Tiens, la BD. Alors la BD, j'ai commencé il y a pas longtemps et du coup j'ai eu, attention, la BD, j'ai commencé à m'intéresser à la BD, à faire quelques cases.
et Salim m'a donné deux trois cours sur des grabouillons comme il dit. Et du coup, c'est vrai, à chaque fois, moi, j'ai toujours tendance à picorer des trucs. Ce qui fait que je suis dans le milieu du cinéma, j'ai pas une culture cinématographique incroyable. Je suis dans le milieu du dessin animé, j'ai pas une culture du dessin animé incroyable. Enfin, du coup, j'ai la musique, pareil, le rock, j'ai fait du funk, j'ai fait du métal. À chaque fois, je picore, je vais pas jusqu'au bout du truc. Alors, d'un certain point de vue, ça m'a quand même donné la capacité d'avoir un vocabulaire assez large, ce qui fait que quand tu réalises un film, ben, t'es conscient du tempo, de la musique, du montage, de ce que doivent dire les acteurs, de comment ils doivent jouer, de tout ça. Donc c'est une connaissance un peu plus généraliste, mais ça manque souvent d'aller au fond des choses, et ça se fait vraiment sur le tard, quoi. Et j'apprends encore toujours plein de choses. D'où mon rapport à l'école que j'aime et que finalement je n'ai jamais quitté. Hein. Je sais pas si vous avez commencé à percevoir le truc. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé 1 an, je suis retourné à l'école. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que j'étais au top j'étais quand même un petit con à l'époque. J'étais assez arrogant, je réussissais pas mal de choses assez facilement. J'avais jamais rencontré de mur en fait, hein, tout simplement. On m'avait jamais claqué la gueule. Et du coup, avec Exit, avec mon film de fin d'études, on a eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Et puis moi, j'ai eu envie de continuer là-dedans et de faire du long métrage. Et là-dessus, sur la fin de l'année, comme j'étais assez proche de mes directeurs de l'école, j'étais sur pas mal de salons pour présenter l'école, et puis je bossais avec le co-directeur de l'époque. Et ce co-directeur me disait qu'il vendait ses parts de l'établissement et qu'il allait donc se faire un paquet d'argent et que du coup il me proposait une association. Donc moi je faisais les films et lui il mettait l'argent. J'étais peut-être un peu naïf, j'y ai cru, mais en même temps sur le papier c'était quand même le co-directeur de l'école où j'avais fait 6 années d'études et plutôt heureux, hein, plutôt assez épanoui. Donc j'y ai cru. Puis moi mon trip c'était de partir à Montréal. Moi j'avais envie de me faire un trip canadien. Parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire là-bas, que c'était un petit peu plus ouvert et que s'il y avait à démarrer un truc, c'était pas mal là-bas. On s'est retrouvé à Annecy en 2005 et puis j'y allais au culot. J'ai entendu deux dames qui parlaient avec un fort accent québécois et je leur dis bonjour, vous êtes qui, vous faites quoi? Ouais, c'était un peu culotté. Et ben, ils m'ont dit qu'elles étaient productrices et qu'elles étaient en train d'essayer de monter un budget pour réaliser l'un des tout premiers longs métrages 3D au Québec. D'accord. Et qui allaient chercher éventuellement des gens pour travailler avec elles, quoi. Donc je leur ai dit, nous, ça tombe bien, nous on fait de la 3D, voilà ce qu'on fait, hein, c'est joli. On se revoit à Montréal en décembre. Donc en décembre, je revois Nancy Savard, donc la productrice des 10e Avenue, hein, aujourd'hui une petite boîte de production qui a fait du chemin puisqu'elle en est à son 4e ou 5e long métrage d'animation. Ce qui est pas rien, qui produit et qui réalise également, hein, donc elle réalise, elle produit, elle a son petit studio et elle travaille à Québec, hein, pas à Montréal. Et donc je la retrouve là-bas et on deal un truc. Je lui dis écoute, voilà, nous on est capable de te faire 1 minute de film avec 1 minute de teaser. Éventuellement, tu pourras aller trouver un producteur pour compléter tes financements et à la condition que on travaille sur le film, quoi. Donc elle me fait top là. Donc moi j'étais plutôt assez content. Le teaser aboutit grâce à l'aide de beaucoup de mes camarades de l'ESMA à l'époque qui étaient dans la boucle. Et donc le deal c'était ça, c'était plutôt bien emmanché puisque c'était parti pour que je fasse l'assistant réa sur le truc, donc assistant réa à 25 ans sur un long métrage 3D, c'était plutôt cool, oui. Ouais, c'était plutôt très très cool, mais c'était presque trop cool pour être vrai puisque ça s'est avéré un joli château de cartes.
En fait, le co-directeur qui est de l'ESMA n'était pas parti de lui-même, mais s'était fait dégager avec pertes et fracas, et l'argent qu'il avait dit avoir, il n'avait pas. Donc en fait, ça s'est révélé être ce qu'on pourrait appeler, un escroc. Et du coup un menteur, un fabulateur, et j'ai passé 3 ans à comprendre tout ce processus-là. Ça m'a été un drôle de début de carrière professionnelle, où j'ai dû dealer avec les huissiers, les banquiers. C'était assez étonnant comme début de carrière. Et ça s'est terminé de façon assez drôle. Aujourd'hui, j'en rigole, mais j'en rigolais pas à l'époque. Ça s'est terminé quand même chez Julien Courbet. Vous connaissez le célèbre animateur là, qui fait cette émission. Comment ça s'appelle Je suis pas très calé en Julien Courbet. Donc, c'était les émissions où en fait il y avait 2 avocats qui défonçaient les mecs qui escroquaient tout le monde. Ouais. Oui, d'accord. Et donc j'ai un enregistrement de mon ex-associé qui se fait interroger par Julien Courbet parce qu'il a escroqué une 40aine de personnes qu'il avait embauchées en CDI sans les payer. Ah oui, sympa, C'était ce genre-là. Moi, j'étais co-gérant de cette boîte, donc j'étais un petit peu flippé. Puis un jour, je lui dis, écoute, Hugues, puisqu'il s'appelle Hugues, je tairai son nom pour la postérité. J'ai dit, tu gères beaucoup mieux que moi. Ce serait bien que je te vende mes parts là pour 1 euro. Et puis voilà. Il m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et donc là, je me suis défaussé de cette histoire, mais j'avais beaucoup engagé. J'ai perdu un peu d'argent, j'ai perdu surtout 3 ans de ma vie, et j'ai perdu un joli projet qui s'appelait Louis Lachance. Il reste quelques traces sur Internet, un projet de long métrage avec 2 frères sur un fond de course automobile des années 20 à Monaco, avec les vieilles Bugatti, les vieilles Merco. Un truc assez vraiment joli, un peu sur le système de Dumbo, où en fait il s'agissait de confiance en soi. Il y avait tout un parcours initiatique de 2 jeunes, l'un qui avait beaucoup de chance et l'autre pas du tout, et qui essayait de comprendre comment tout ça fonctionnait, quoi. Donc c'était assez cool, et bon, j'ai largué tout ça, quoi, et j'ai recommencé à zéro. J'ai recommencé à 0 avec la mère de ma fille, qui m'a aidé à sortir de tout ça, et c'est là que j'ai commencé à écrire de la poésie. En 2009, j'ai commencé à réécrire des petits sonnets dans mon coin, parce qu'il était question que d'une seule chose, c'était de faire des choses, mais par moi-même, quoi, tout seul. Impossible de faire à nouveau une nouvelle association. C'était hors de question de faire confiance à quelqu'un. C'était très difficile. Et du coup, j'ai recommencé petit, puis je suis tombé sur une conversation de mon ex avec une de ses collègues psychologues qui parlait du test de Rorschach, un truc qui m'a fait partir sur l'écriture d'un roman. Donc j'ai écrit un roman, un thriller d'anticipation, finalement qui n'a pas été publié, mais bon, qui traîne sur Internet. Et puis là-dessus, comme j'avais pas le sou, j'ai suivi ma douce jusqu'à Alès, qui avait un poste de psy, et j'ai embarqué comme prof dans une école, ce que monsieur Eric Bonnet de Créageux, que m'avait présenté un pote à moi, Olivier Perrault, qui est l'ancien fondateur de 3DVF, peut-être que certains connaîtront. Donc un très très bon pote à moi, et qui m'a présenté donc Eric, et Eric qui cherchait un prof pour lancer une section cinématique. Et du coup, comme j'étais effectivement dans la 3D précalque, que j'avais quelques connaissances, 29 ans, je crois, à l'époque, c'est ça, 28-29 ans, me voilà prof. Pour la première fois, prof de 3D généraliste. Alors ça allait de la modé, du rig, à la réalisation, toujours été un peu couteau suisse là-dedans, et j'avais 7 heures de cours par semaine. Donc 3 ans après une expérience professionnelle un peu chaotique, je me retrouve à l'école.
En tant que Ouais, je vois. et puis bon, ça me suffisait pas. Je me dis 7 heures par semaine, qu'est-ce que je vais foutre le reste du temps, quoi. Et puis il me restait dans un coin de ma tête, hein, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent avec mon côté nul en orthographe, Ouais. mais j'étais allé jusqu'en terminale S. On avait un prof de philo à l'époque qui était absolument génial, hein, qui m'a ouvert l'esprit. Enfin, du coup, qui m'a ouvert surtout à la philosophie. Je trouvais ça assez génial. Et je m'étais juré en quittant le lycée, même si je voulais absolument faire du dessin, de repartir un jour en philosophie. Et donc voilà que j'avais 4 jours de disponibles par semaine. Je me suis inscrit à Polva en philo, dans une licence de philo. Et j'ai passé 3 ans en licence de philo, et puis petit à petit à avoir de plus en plus d'heures de cours à Nîmes, à Créageux. Et donc là, ça m'a quand même pas mal ouvert la tête, hein, d'un point de vue figuré et puis propre, hein. Ça m'a vraiment fracassé le cerveau et en même temps ouvert l'esprit, la façon dont on se pose des questions, la culture qui me manquait sur le plan littéraire, sur le plan philosophique, sur le plan historique, hein. C'est vraiment assez puissant, parce que moi j'étais très très basique, hein, sur ces trucs-là. J'ai jamais été un grand lecteur. Donc là, on était vraiment embarqué dans une littérature assez érudite. J'ai eu des profs absolument géniaux, hein. Souvent, j'ai l'impression que Montpellier, c'est la planque, hein, pour tous les types qui viennent de la Bordeaux. Donc les mecs sont des cadors à Paris, et puis à un moment donné, ils en ont marre, et puis ils prennent le concours à Montpellier pour aller au soleil, et ils se retrouvent à Polva. Et on se retrouvait avec des profs absolument géniaux. Enfin, moi, je les trouvais vraiment géniaux. Ça m'a complètement ouvert l'esprit. Et là-dessus, donc je suis à Créageux, et puis super équipe, super ambiance familiale, une bonne petite école basée vraiment sur l'amour du jeu vidéo, hein. Le fondateur est à la base très très jeu vidéo, et donc c'est là-dessus qu'il a fondé son école. Donc des gens qui sont des passionnés. Et puis des jeunes très motivés, où tout le monde se tutoie, super ambiance, et donc c'est là que se fait la connexion avec un certain monsieur Salim Kafiz. Les Il pièces du arrive à un puzzle, moment ça donné, je semble. crois que Valentin en a déjà parlé il y a une semaine. C'était la fameuse formation de Bastien Grivet, Jessica Rossier. Encore eux, c'est dingue ça. Ouais, je crois que c'est le point cardinal, hein, c'est le Ouais, soleil, bah, c'est le centre de l'univers, c'est là Voilà. où Tout ce qu'on entreprend tend vers eux, de toute façon. voilà, c'est-à-dire que moi je les appelle des soleils, quoi. C'est des gens autour duquel on tourne et qui nous éclairent et qui nous font la lumière. Et il y avait cette formation qui donnait, et puis moi j'étais prof là-bas. Bon, a priori, elle était payante pour ceux qui venaient de Pôle emploi, enfin, et financée également. Mais bon, il suffisait qu'on squatte avec un poste, et puis on pouvait tout à fait se mettre là et écouter. Alors moi, je dois avouer, hein, j'avais jamais de ma vie, parce que je trouvais ça pas très pratique de déplacer un stylet sur un truc noir. Ouais. Et de voir que ça faisait des traits. Moi, je suis vraiment old school. Moi, j'aime bien le papier. Donc, j'ai redécouvert la tablette à partir du moment où on pouvait dessiner sur des écrans. Donc là, j'avais une corrélation entre mon geste et là, je voyais que ça s'apparaissait en même temps. Donc, j'étais plutôt content. Je me disais, mais finalement, ça peut être... En fait, ça va. Hein. Ouais, et donc Bastien qui nous explique comment il utilise Photoshop. Alors bon, il clique à droite à gauche, et puis en 3 secondes et demie, ça fait un truc absolument ouf. Mais bon, Salim vous le dira, moi pendant toute la formation, moi j'ai fait des femmes à poil. Comme j'aime bien faire. Et c'est là que je me suis retrouvé par hasard, finalement, entre 2 gugus, hein. J'étais au milieu, on était peut-être au 2e rang ou 3e rang. À ma droite, il y avait Clémentin Gris, et à ma gauche, Salim. Et pendant 2 semaines, alors en plus de se marrer avec la bande de Zozo qu'il y avait, c'était la toute première formation, hein, donc Bastien s'en souviendra comme nous tous. Ça a été une autre explosion dans ma tête, mais d'un autre point de vue, et je vais laisser Salim arriver jusqu'à ce moment clé de nos vies. Yes. Allez. Donc ouais, alors...
Donc, la scolarité, j'ai feinté parce qu'elle n'était pas finie, je travaillais déjà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le poteau, on avait été à Angoulême et autres. La fac, je continuais, j'étais pion. Donc là, pareil, le pouvoir de la passion, du dessin et d'avoir plein de mangas, de comics pour faire du chantage à ses élèves quand on est maître d'internat pour qu'ils fassent leurs devoirs. C'est genre, ouais, si tu veux le dernier Spider-Man, il faut que tu finisses ce que tu as à faire. Si ce soir vous voulez qu'on dessine, finissez ce que vous avez à faire. Et en fait, ils étaient super cool. Donc moi, je leur faisais du chantage à coup de cliffhanger de manga ou de comics ou de BD franco-belge. Trop bien. Donc ils avaient pas le choix de taffer. Donc moi, ça faisait que ça se passait bien. Et à côté de ça, toujours le côté partage de la passion. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi, je continue à la fac, je continue ça et j'arrive à la maîtrise. Et en fait, arrivé à la maîtrise, mon pote Renaud, en fait, avait redoublé dès la première année, mais il venait en cours en deuxième et troisième année, mais en fait, il n'était pas dans ses cours. C'était juste pour qu'on soit ensemble et qu'on travaille sur nos projets. Ouais. Donc, arrivé à la maîtrise, moi, par contre, à la fac, j'étais dans la même fac que Xavier parlait à Paul Valéry, j'avais que des branques comme prof. Donc, pour vous dire, moi, j'y allais pour dessiner, j'étais vraiment à fond de boîte et tout, et en fait, je me retrouve dans une formation où on fait quasi que de la théorie ou de l'art contemporain. Donc pour vous dire, genre avec des potes, on s'est tapé un 16 ou un 17 parce que une prof qui nous demande de lui rendre un devoir, on n'avait rien branlé, on se dit on est 4, on va lui dire qu'on a fait une œuvre, on se fout devant le distributeur à café, on crie, on se défonce le distributeur à café, on se défonce la gueule dessus chacun de notre tour. En criant Malevich, Malevich. Et la meuf elle fait c'est génial, c'est trop bien, ah ça te défonce. Donc plein de choses comme ça où en fait on vous dit et en fait au moins ce qui était bien c'était apprendre ce qu'était un client. En fait les profs c'était des clients et il y a qu'une chose à faire, c'est leur donner ce qu'ils veulent sans se prendre la tête. Ouais. S'ils veulent qu'on leur donne de la merde, autant leur donner plutôt que d'essayer de faire quelque chose et d'avoir des prises de tête en se disant oui mais je m'épanouis pas machin. C'est non, on me file de la thune, je travaille à côté, je gagne bien ma vie alors que je fais mes études, je fais ce que j'aime, j'ai plein de temps, je fais la teuf. Ces profs là pour que je continue, ils veulent que je fasse des choses trop bizarres, je leur donne leurs trucs bizarres et je continue. Et arrivé à la licence, là il y a un des profs qui était un charlot absolu qui me fait ouais tu te débrouilles pas mal, ça serait bien que tu fasses une maîtrise machin. Et j'avais des rapports assez conflictuels avec mes profs. Mais conflictuel, passionné en fait. Le mec qui kiffe dessiner, qui adore ça et tout. Et puis genre dire à un mec qui nous fait faire des carrés de couleurs pendant 8 heures d'affilée avec de la gouache. Et le mec, le soir avant de partir, je vais le voir, je fais monsieur là, demain vous me faites péter des carrés de couleurs, vous savez quoi, je viens avec une corde, je me prends pendant votre cours quoi, y a pas moyen. Donc au moins ça payait parce que d'être très franc avec les profs, ça faisait que le mec il culpabilisait et puis d'un coup on va faire du dessin dehors, on va se poser sur la pelouse et puis on va dessiner. Donc ça donnait des choses cool. Au final, et là on se retrouve justement à la maîtrise, le prof qui me propose le truc et lui c'était vraiment un des profs que je détestais le plus. Et en fait ils étaient dans des guéguerres intestines où c'était à la fac, et c'était les gens qui avaient la direction, le pouvoir, choisissaient l'orientation du truc. Le fait que j'ai de l'art contemporain à gogo et des conneries comme ça, c'était parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient à fond d'art contemporain qui géraient la direction pédagogique et autres. Et ce prof-là voulait refaire un peu prendre le dessin à la fac et autres. Donc c'était un vieux de la vieille. Et moi, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit clairement, je fais, vous m'avez rien appris en 3 ans, d'où c'est que j'ai bossé avec vous, quoi. Donc le type ah non mais t'inquiète pas, là ça sera pas pareil, c'est une maîtrise, tu fais ce que tu veux, un mémoire, t'orientes tes travaux d'art plastique comme tu le sens et tout. Donc je me dis allez, une année de plus, de la bourse qui tombe, c'est cool, on va continuer là-dessus. Mais en fait je l'ai pris à cœur. Donc là par contre j'ai dit à mon pote avec qui on travaillait toujours sur nos projets sans s'être fait éditer, donc 3 ans à bosser notre narration, notre dessin, comprendre de mieux ce qu'était faire une BD, parce que en fait c'était les choses qui nous avaient fait kiffer, qui nous faisaient voyager quand on était gamin. Avec toutes ces réflexions bidons, on se dit attends, quand j'étais petit, Sangoku en fait je m'en foutais qu'il y ait un gars qui le dessine, il existait.
Et en fait, essayer de retrouver tous les processus derrière, mais au moindre détail, pourquoi telle bulle est placée là, pourquoi l'équilibre d'une page fonctionne comme ça, et se dire, c'est peut-être en comprenant ces choses-là qu'on arrivera à faire à reproduire la même magie et le même plaisir qu'on a eu quand on prenait un bouquin et puis qu'en fait, la notion de temps disparaissait. Et donc, j'ai axé mon mémoire sur la bande dessinée, des choses comme ça. Et à ce moment-là, le pote Renaud qui se faisait chier dit mais je vais faire un projet pour le présenter aux éditeurs. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, machin. Non, moi à fond de la maîtrise, j'ai trop de taf entre le fait d'être pion, le fait d'être à la fac et du mémoire. C'était la première année où je me sentais vraiment débordé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je continue à faire mon mémoire. Et là, on prépare, je l'aide quand même à préparer son dossier pour un éditeur. Donc, il envoie son dossier à l'éditeur. Et là, l'éditeur lui dit « Ok, c'est parti ». Et plusieurs éditeurs lui disent « On est chaud sur ce projet, on va le faire ». Donc là, au feeling, choisit le meilleur éditeur et tout ça. Et justement, avec tout ce côté-là, donc... il y a une troisième personne qui est le cousin de Renaud, Romain, qui a aussi sorti son manga là depuis 3 ans, quelque chose comme ça, et qui était justement dans notre petit cercle de gars qui voulaient absolument dessiner, être édité. Et justement, Renaud savait très bien qu'on était francs, et là, les Français voulaient faire, vu que c'était le tout début du manga français, il y a 14-15 ans, quoi. Ils voulaient faire comme les Japonais, faire de la prépublication. Donc là, le pote met ses pages et autres. Elles vont pour sortir, il me les montrait, je fais, mec, tu sais quoi? Moi, je vois tes pages comme ça, je suis un dessineux, tu vas te faire défoncer ta race. Là, les gars, tu vas te faire laminer, en fait, tu vas avoir des retours de merde. Donc, sort le premier périodique avec les quelques mangas français, soi-disant précurseurs. Et là, un truc de ouf, les gens, mais c'est là où on voit le côté passionnel, le côté un peu abusé et bizarre humainement, c'est que quand son truc est sorti, c'est carrément, il y a des gars qui taguaient dedans dans les magasins, qui collaient des crottes de nez sur les forums, café salé, bidule, ou genre plein de gens étaient en mode haineux. Parce que c'était des dessineux, des gens qui voulaient faire du manga, qui avaient pas forcément fait de dossier, qui s'étaient pas bougé le cul comme nous depuis qu'on avait 20 ans, à se dire on va aller faire notre premier Angoulême, on va aller voir les éditeurs, on est surmotivés. Et là, les mecs, ils avaient une rage de ouf. Et ça, il s'est fait clasher de malade. Donc, moi, ce que j'expliquais, je disais, tu sais quoi, moi, t'es mon pote, je te connais, on bosse ensemble depuis quelques années. Mais pareil, ce que t'as fait, c'est de la merde, en fait. Il y a plein de défauts, c'est con, ton histoire, elle défonce. Il y a plein de points positifs. Mais là, t'as relégué au second plan des choses qui, pour les dessineux, sont des choses essentielles. Bien dessiner, faire des beaux décors, s'appliquer sur la main, le petit détail, machin. Et en fait, dans son optique à lui, c'est le constat qu'on avait fait, c'est la narration le plus important. Raconter une histoire qui défonce et savoir comment la raconter. Et c'est vrai que c'est la vérité. Si on voit les plus gros cartons en BD, comics, franco-belge, en fait, en général, c'est pas les dessins les plus graphiquement ouf de malade où les mecs vont mettre 3 semaines à faire une page. Si on regarde les plus grosses ventes ou les choses comme ça, voilà quoi, l'anatomie de Toriyama, c'est pas le truc le plus foufou, il a sa patte, son énergie, on va prendre du Titeuf, du Tintin, des trucs, ça a des qualités graphiques, mais c'est pas les choses les plus virtuoses, les plus techniques et autres. Mais par contre, pour que les lecteurs soient attirés, pour être un peu reconnus par le milieu des dessineux, non, faut s'appliquer. Parce qu'en fait, il y a des gens qui aimeraient être à sa place, et qui le prenait très 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 mal. Donc là est venue une chose par rapport à ça, c'est mec, t'as été édité, c'était quoi, c'est notre rêve à nous 3, donc tu sais quoi, on va tout faire, vu que c'était de la pré-pub, on va retravailler tes pages, par contre tu fermes ta gueule, on t'aide pas, tu vois, tu le dis à personne, même pas à ton éditeur, c'est on retape les pages avant que le tome sorte en relié. Et moi, je vais faire les décors, on va faire ce qu'on peut pour améliorer la qualité. Comme ça, les dessineux fermeront leur gueule et pourront commencer à prendre le truc un peu mieux. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est commencer à travailler en mode petit chinois avec le pote pour faire que son projet soit bien, avec la promesse de tant que ça doit continuer,
pour que ça réussisse, on sera là. Donc avec Romain. Et c'est ce qu'on a fait pendant quelques temps. Et après, justement, moi j'ai fini la fac et autres. Je continue à aider Renaud, du boulot en freelance. Là, pareil, moi je donnais déjà des cours de dessin quand j'étais au collège à des potes de classe ou des conneries comme ça qui voulaient faire des cours de dessin. Donc les parents à l'époque donnaient 10 francs parce qu'on avait passé le soir 2 heures avec le gars, à lui montrer des techniques de dessin et des choses comme ça. Quand j'étais à la fac, pareil, je faisais des ateliers. Avec Renaud, on donnait, pareil, des cours de dessin dans une cave, dans un magasin de manga, et des choses comme ça. Donc, c'était cool. Mon œil, dans la Ça cave. défonçait. Ouais, c'était ouf. C'était ouf. C'était trop bien. Et en fait, arrivé à ce moment-là, moi, je suis dans ma vie professionnelle, mon truc. Je vends quelques petits trucs à droite, à gauche, des illustrations, des choses comme ça, tout en continuant à bosser avec le pote Renaud. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'éditeur, le pote lui explique, il fait, tu sais, moi c'est mes potes, là ça fait 2 tomes qui m'aident, 3 tomes, ils vont m'aider sur le 4e, Salim a des clients aussi, il a une vie, il doit gagner de l'argent par rapport à ce qu'il fait, mec, il faudrait commencer à penser à les payer. Parce que lui en avait parlé à partir de la fin du 2e tome. Où le mec fait « Ah, tu t'es amélioré là-dessus, c'est vachement bien et tout. » C'est parce qu'en fait, il y a des potes qui m'aident, ils voulaient pas que je le dise, mais ils m'aident. Et là, en fait, l'éditeur, c'était tant qu'il t'aide gratos, c'est cool. Évidemment. Oh, oui. Voilà. Donc, putain. Après, voilà, nous, c'était un peu le genre, en mode shonen, quoi, la Dragon Ball, c'est, ouais, t'es mon ami, je vais t'aider à aller plus loin. Et puis, lui, il dit, ouais, moi aussi, quand je peux, je vous aiderai, et puis machin. Et puis, les mecs super naïfs, quoi. Un peu débiles profonds, même, je dirais. Et en fait, à un moment donné, il y a un autre éditeur qui veut se lancer dans du manga et qui me propose de me payer super bien pour faire le même travail que je faisais sur le truc du pote. Et là, dilemme complètement débile. C'est genre, ah, mais ça me fait chier de bosser avec un gars, sur un truc qui serait ta concurrence directe, alors que c'est pas mon pote, je préfère bosser avec toi. Et c'est, ouais, les mecs, ils te payent, en fait. Donc on va dire à l'éditeur que tu te barres dans tous les cas. Toi, tu iras travailler ailleurs. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, je serais content. Et voilà. Mais on dit à l'éditeur que tu te casses s'il fait pas l'effort de te payer. Parce que je lui expliquerai la situation, que tu préfères bosser avec moi. Mais que s'il faut que tu ailles chez la concurrence, tant pis pour lui. Donc, la réaction super étonnante de son éditeur, il nous envoie un Mac. Ok, d'accord. C'est pas le rapport. Mec, mais tu vas nous payer avec un ordi, quoi, en fait. Parce qu'en fait, là, j'ai sorti l'ordi de la boîte, mais faire des factures, c'est galère, c'est trucs, c'est machin, donc c'est ok. Putain, Saline, tu viens de comprendre un truc là. En fait, c'est pour ça que j'aime pas les Macs, ouais. En plus, pour vous parler du temps de travail qu'on passait, c'est vrai qu'on se faisait des trucs, c'était trop bien, ça défonçait cette époque. Merde. C'est que, en plus, c'est vrai qu'on, tu vois, nous, on nous payait pas avec Romain, mais Renaud était payé, mais on se faisait des sessions de travail où moi, j'avais 4 jours pour moi dans la semaine, 3 jours par semaine, on allait dormir chez le pote, et en fait, on travaillait entre 16, 18 heures par jour. Vraiment à plein temps dessus, quoi. Ouais, voilà, en mode vraiment vénère de la vie. Et à bosser, et puis voilà. Et donc, deuxième sommation du pote qui explique à l'éditeur où justement, là, on arrive au tome 5 du manga. Et là, le pote explique, tu sais quoi, les ventes ont décollé parce que le truc commençait à marcher beaucoup mieux. Et ils vont se barrer et la qualité, elle sera plus que jamais ce qu'elle sera. Donc là, l'éditeur, en plus de ça et des propositions d'éditeurs pour aider d'autres gens, là, il a lâché. Et on a commencé à facturer pour ce truc-là. Donc, toujours continuer le même rythme, en fait, avec des périodes de 3 jours où on allait chez lui, où on bossait, et les périodes de fin de tome qui étaient hardcore, où c'était, justement, là, par contre, c'était, on s'enfermait 1 mois chez lui. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes qui ont été vraiment sanglantes, on va dire, où, par exemple, c'était, on voulait faire comme les Japonais, un tome en 3 mois, à 3, wow. Alors qu'eux, ils sont 7 ou 8.
Et là, on fait, non, on peut le faire, il va y avoir 3 tomes cette année, les gars. Et puis, en fait, à la fin, Romain se trouve paralysé du bras du bras droit. Moi, je me retrouve à regarder dès que je voyais un écran d'ordinateur, tellement en mode surdose de taf, je regardais un ordinateur, je gerbais. Ah oui, d'accord. Et genre, j'avais la peau qui était marbrée, j'avais des lignes blanches. Ah, vraiment l'overdose totale. C'est pas sain parce que on dormait 1 heure par jour, on faisait des nuits blanches, ça pendant 3 mois. Donc, arrivé à la fin des 3 mois, en fait, quand je suis parti voir mon médecin, genre, on a fini le tome, ça y est, c'est bon. Et puis, je lui dis, mais là, par contre, dès que je regarde l'ordi, ça va pas. Dès que je regarde l'écran, ça va pas. Elle fait, non, mais on va faire des analyses des trucs, mais là, l'état dans lequel vous êtes, c'est pas bien. Donc, moi, j'étais en mode à fond de Monster, à fumer comme un gros gogol, l'hygiène de vie qui pue, à bouffer des nuits instantanées tout le temps et tout machin. Et là, j'ai compris que le corps avait une limite parce que pendant genre 1 mois et demi, chose impensable auparavant, j'ai pas touché un crayon, pas un ordinateur, je pouvais pas quoi. J'étais en mode en PLS complète. Et là, on comprend que oui, il faut dormir, il faut se reposer un peu. Ça m'a pas empêché de faire des trucs gogol, mais de façon plus raisonnable, c'est-à-dire dormir 4 ou 5 heures pendant des périodes. 3 heures avec des petites siestes et des choses comme ça, mais connaître son rythme pour dire mon corps là il supporte le truc et puis ça se passe. Et donc en fait après ça a continué à bosser sur le manga, donc le truc avait du succès, les festivals, rencontrer plein de gens, donner des ateliers, des choses comme ça. Et après à partir d'un moment, parce que justement Xavier parlait de Photoshop et moi Photoshop j'ai découvert j'avais 14 ans genre. C'est la version 3, donc je dessinais tout à la souris. Donc je me rappellerai de mon premier souvenir de dessin sur Photoshop. C'est genre, je commence à faire un truc, on avait acheté un coffret de Hokuto no Ken avec un pote là, avec des cassettes vidéo VHS à l'époque. Et genre, il y avait un dessin dessus. Et moi en fait, chez lui, il avait installé une version de Photoshop piratée bien sûr. Mais là, il n'y avait pas Internet. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans une boîte, qui avait filé les disquettes pour installer le truc bidule. Ouais. Il me fait, regarde, un logiciel de dessin et tout. Et là, je commence à faire le dessin à la souris, à tripatouiller le logiciel. J'étais là, je suis comme un ouf. Je commence à faire mes lines, mes trucs. Après, je vois tous les filtres. J'essaye 50 000 trucs. Je vois qu'on peut faire des étoiles, des machins. J'étais comme un taré, trucs de ouf. Et là, le seul problème, je savais pas comment on enregistrait. Ah ouais, la loose un peu, ouais. Et donc, genre, à passer, mais vraiment du temps chez le pote, quoi. Passer, genre, l'après-midi, la soirée, on était comme des dingues et tout. Puis au final, c'est genre, c'est pas grave, je le referai. Et puis, on éteint le logiciel parce que, comme des gogoles, on n'avait pas été chercher là où il fallait pour... Oh là là. Enregistrer, c'est la base, quoi. Ouais, mais justement, je me rappelle, moi, je voyais filter. Et Save As, machin, non, pas trouvé, quoi. Donc, la logique du truc. Et après, ça a été le début de l'amour de Photoshop, mais genre de 14. Et ma première tablette graphique, ça a été à 18 ans, achetée aux puces. Ouais. Sinon, je dessinais qu'à la souris. Oh, putain. S'il y a des jeunes qui nous entendent, là, des lycéens et tout, c'est ça la passion, d'accord, hein? Ok. Ouais, c'est ça la passion. Ça, par rapport à ça, justement, pour faire chier, parce que on y arrivera un peu plus tard. Et justement, après ce truc-là, moi, je continue à faire mes petits trucs en freelance, des petits boulots à droite, à gauche et autres. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que je touchais à plein de logiciels, Photoshop, la 3D, super curieux sur un peu tous ces trucs-là. Et je vois la formation de Bastien Grivet à Créa-Jeux. Je me dis, cool et tout. En plus, j'avais une conseillère Pôle emploi super cool, chose qui arrive pas forcément super souvent. Et la meuf, vu que j'avais eu des droits il y avait longtemps, me dit, non, mais vous êtes artiste-auteur, vous pouvez rester inscrit. Vous avez des droits à la formation qui vont sauter si vous vous désinscrivez. Restez inscrit, on vous donne pas d'argent, vous avez pas de trucs, il y a pas de souci, mais dès que vous voyez une formation qui vous plaît, elle sera financée par Pôle emploi. Donc gardez ça sous le coude. Nous, on vous embête pas, on vous envoie jamais de message, rien du tout. Elle m'avait fait faire un statut à Pôle emploi, c'était genre une recherche d'infographiste à mi-temps. Elle me dit, ça existe pas une annonce comme ça, personne vous embêtera. Et là, justement, j'arrive à la formation de Bastien et Jess à Créa, et puis je me retrouve à côté de Xavier, Clément, et puis toute la bande de potes et tout. Et là, passer un moment de ouf, trop bien. Où là, justement, un peu ce qui s'était passé à la fac avec mon pote Renaud, plus de 3 autres potes,
mais on était quand même un groupe super restreint de dessineux ultra passionnés. Et là, en fait, je sais plus combien on était, Xavier, on était une quinzaine. Ouais, 15-16, ouais. Mais là, par contre, c'était genre, il y avait 15 personnes qui étaient toutes à fond. À fond. Ouais. Toutes. Et là, je me dis, oh merde, putain, déjà, quand je trouvais 3 ou 4 personnes dans un endroit, donc à la fac, on était quand même nombreux dans la promo. Plus de 80 ou des choses comme ça. Mais là, c'était, on était 4-5 à vraiment être passionnés de dessin, de BD, de graphisme et autres. Et là, je me retrouve qu'avec des gens qui aiment ça et autant que moi, voire plus pour certains. Ça, c'est trop bien, ça. Et là, d'un coup, on se prend une grosse claque, quoi. On se prend une décharge, on dit, c'est que du bonheur. Parce que c'est vrai que, bizarrement, le milieu de la BD, c'est un milieu qui est super étrange. Par exemple, pour vous donner un exemple, le coup où j'ai dit qu'il y avait des gars qui étaient en mode rageux par rapport à la signature, quoi, à la sortie du manga du pote et tout, et qu'ils avaient trouvé les dessins moches et qu'ils étaient en mode super rageux. Et ben, en BD, en fait, on avait beau, quand on était à Angoulême, qu'on faisait la queue pour aller voir les éditeurs, les mecs étaient en mode super compète. Ouais. Et on avait le mec qui était en face de nous, qui était au Gobelin, l'autre qui était derrière, qui sortait aussi d'une grande école, des Milko, de machin, de bidule. Puis on montrait ses dessins, donc Renaud montrait ses dessins, il se faisait défoncer par les gars. Il disait, oh, mais c'est une moche ce que tu fais, truc et tout, c'est manga, c'est pas à la mode, ça marchera jamais, c'est trop stylisé, machin bidule. Et puis moi je montrais mes trucs parce que je dessinais de plein de façons différentes et je montrais mon book et les mecs, toi c'est plus intéressant, c'est plus sympa, machin. Et tu regardes les mecs, tu fais, mais vous êtes teubés en fait. Il fait la même chose que vous, il kiffe, c'est une passion, il passe tout son temps, on est des passionnés. Alors pourquoi commencer à le clasher, même un des mecs qui lui avait pété un truc de ouf, et là je m'étais vénère. C'était en mode, tes dessins n'ont pas d'âme. Ah ouais. Et genre, moi, je suis quelqu'un qui dit à mes propres amis, je dis à mes élèves, t'as fait de la merde. Ouais. Mais dire que ça n'a pas d'âme, pour moi, c'est 1000 fois pire, quoi. Ouais. Et là, le gars, je l'ai attrapé et je l'ai violé verbalement, en fait. Ouais. Et ça a été assez virulent. Donc, lui expliquer que le mec, voilà, quoi, il avait un cerveau qui était proche celui d'une huître neurasthénique et autres. Mais il y avait des gens qui faisaient la queue avec nous. Et là, trop bien, on tombe sur un mec qui avait la cinquantaine et qui au moment où j'étais en train de défoncer le gars, qui interagit avec nous et qui dit, moi, tu vois, là, ce qu'il est en train de te dire, je trouve que il a raison. Tu sais quoi, moi, j'ai 50 ans. Mon rêve, ma passion, c'était de faire de la bande dessinée, du dessin. J'ai fait ça, et puis à un moment donné, j'ai trouvé ma chérie, je me suis marié, j'ai eu des gosses, fallait que j'ai un taf, j'ai abandonné le dessin, j'ai truqué, et puis là, je fais la queue avec que des petits jeunes qui me défoncent, qui sont beaucoup plus forts que moi. Je sais que je serai jamais édité, mais je veux montrer mon travail à un professionnel et avoir son avis. Et ce qui m'emmène ici, c'est juste la passion, en fait. Donc que toi tu sois en train de juger en bien, limite à rabaisser quelqu'un et en utilisant des termes, c'est normal qu'il y ait une autre personne qui que son pote réagisse comme ça. Ouais. Donc l'histoire se passe comme ça, bref. Et chose assez étrange, c'est qu'au bout du 4 ou 5e tome où la série commençait à décoller, on se retrouve dans la librairie où on donnait des cours dans une cave. Et là ce qui se passe, c'est qui on croise, ce mec qu'on avait vu à Angoulême. Le vieux ou le connard? Non, le petit jeune. Ouais. Et là, le mec qui nous pète quoi? C'est super sympa, je me rappelais de vous, surtout de toi, Renaud, c'est trop cool, je suis heureux pour ta réussite, machin, bidule. Je commence même à faire du manga et tout, la machin. veste réversible, quoi. C'est un Goblin Boy à fond de ouf à nous faire des choses qui sont dans un style graphique qui est merveilleux, qui est, tu vois, super beau et tout, mais ils étaient tous moulés sur le même truc, quoi. Les mêmes styles, les mêmes machins, avec justement beaucoup de techniques, mais le côté vivant qu'on peut avoir graphiquement, de gars qui sont super balèzes en dessin, de mecs qui veulent devenir animateurs et raconter leurs histoires. Et là, en fait, il avait complètement rétrogradé. Donc, c'était un peu la moralité de la vie où on se dit, ce mec-là, attends, c'est chelou de le recroiser, mais ça fait plaisir, en fait. Tu lui as pas dit que ses dessins avaient pas d'âme? Mais jamais. Je peux dire que son truc est laid, je peux dire des choses qui peuvent paraître violents à des gens, mais en fait, c'est de l'amour. Par exemple, à mes élèves, je les préviens, je leur dis, parce que justement, en étant à Cragin, en faisant la formation avec Xavier,
Il se Un jour, il m'a retrouve aimé que- très fort, Salim. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que on fait la formation été. Moi, je suis remonté à bloc, je suis à fond de bois. Je me dis, c'est trop bien. J'ai plein d'énergie, je dessine comme un porc. Et puis, à un moment donné, il y a Xavier, puis un autre pote Flo, prof à la formation. Ils font, ils cherchent un prof de dessin. Tu sais quoi? Je pense que ça pourrait bien coller avec l'école et tout ça, ta façon d'être et ton truc. T'as l'habitude de donner des cours. Donc, tu sais quoi? Viens passer l'entretien pour être prof. Donc, j'ai passé mon entretien. J'ai été pris comme prof à Créageux. Et voilà, donc j'ai rejoint l'équipe que Xavier décrivait tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, c'est un endroit où je me sentais bien, parce que étant donné que j'ai une pédagogie qui est peu classique, un vocabulaire qui est peu classique, et c'est vrai que dans cette école-là, c'est toléré, voire apprécié, s'il y a des résultats. Donc justement, moi, un des discours que je dis aux élèves, c'est les gars, dès le premier jour, c'est ça vous dérange pas si je dis des gros mots, je parle mal, surtout si je parle de dessin ou de Photoshop. Si ça dérange quelqu'un que je dise des gros mots et que je parle mal, qu'il lève la main tout de suite. Photoshop sur Macintosh, par exemple. Voilà. Et c'est arrivé une fois qu'un lève la main et j'ai dit, tant pis pour ta gueule. Et après, la deuxième chose que je leur explique, c'est les gars, je vais vous dire que vous faites de la merde des fois. Mais c'est pas vous que je juge, à aucun moment. C'est pas vous qui êtes une merde, c'est on fait tous de la merde. Le dessin, c'est quelque chose où c'est pas stable. Des fois, on va faire quelque chose, on s'impressionne soi-même, et ça arrive une fois tous les 5-10 ans. Et d'autres fois, on va faire des choses, ça va être laborieux, on va apprendre des choses pour être un peu plus régulier, un peu plus stable au niveau de la qualité de ce qu'on fait. Mais ne vous vexez pas, c'est si je juge votre travail, c'est pas vous que je juge en tant qu'être humain. Ouais. Et si je vous juge en tant qu'être humain, vous le saurez directement. Et donc c'est vrai que c'est accepté, que justement en tout cas les élèves sont contents là-dessus en disant oui t'es franc, mais on gagne du temps. Plutôt carrément. Comme certains formateurs qui vont dire c'est sympa ce que t'as fait, mais machin, bidule, moi je préfère dire t'as fait de la merde, c'est trop moche. Et puis prendre un crayon, grabouiller à côté de lui, et puis lui dire si tu faisais ça, peut-être ça irait mieux. Ouais. Et en fait, c'est le même processus qui s'est passé avec les copains avant, les ateliers que je donnais et les cours de dessin que je donnais, c'était exactement la même chose. C'était toujours ce côté, si on est passionné, si on est amis ou si on veut se faire progresser, pourquoi perdre du temps à se brosser dans le sens du poil et puis en fait à être hypocrite. Ce qui nous fera avancer le plus vite, c'est la franchise et voilà. C'est clair. J'ai eu pareil dans les cours que je donne aussi. Des fois, j'ai vu des gens partir complètement en couille parce que il y en a un qui avait dit que c'était pas top ce que l'autre avait fait, mais il l'avait trop mal pris en fait. Et du coup, j'étais genre mais attends, mais c'est pas toi qui l'as jugé, c'est ce que t'as fait et c'est pas grave en fait. Au contraire. Oui. Et à tel point que j'étais obligé d'écrire un article sur comment demander, donner et recevoir des critiques dans la communauté artistique. Et oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que en fait, ça va être vraiment l'amalgame qu'il va y avoir entre sa production artistique entre guillemets et en fait le jugement que les gens vont avoir dessus, ça va être directement c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est moi. Ouais. Et moi, je suis pas du tout de cet avis. Non, carrément pas. Ce que j'ai fait, c'est un moment de ma vie. C'est pour ça que je disais que quand j'étais gamin, je me rappelle vraiment d'après-midi, quand j'avais 8 ans, à faire un dessin particulier, le moment exact et tout ça. Et c'est des moments de ma vie et c'est des moments clés. Le jour où j'ai fait vraiment de la merde, je m'en rappelle et je recommencerai pas la même erreur. Le jour où j'ai eu un déclic limite divin et où j'ai réussi à faire quelque chose que j'ai du mal à faire d'habitude, pareil, c'est un moment qui m'a marqué et essayer de se remettre dans cet état au moment où on dessine, au moment où on fait les choses, dans les bons états, se rappeler de tous ces moments-là. Ouais. Et c'est vrai que au bout d'un moment, c'est un peu ça, je pense, c'est le côté être déconnecté quand on fait ces choses-là. C'est des acquis au niveau théorique, pratique, recommencer les choses, mais c'est qu'on essaie de faire que ces choses deviennent des automatismes, des mécanismes qui vont nous faire avancer et autres. Et il y a ce côté où justement, je pense pour vous aussi, où quand on dessine ou quand on est sur
sur l'ordi en train de faire de la 3D ou quoi que ce soit, ben, en fait, on se sent partir limite. On ne pense plus qu'à ça. Ouais, c'est ça. Et on est dans un état second. Tu zones, quoi. T'es dans ton truc et t'as pas envie qu'on te parle. Enfin, moi, j'ai plein de potes et de collègues qui se foutent de ma gueule souvent parce que quand je suis vraiment dans mon truc, j'ai tendance à avoir un peu la bouche ouverte et la tête penchée sur le côté comme vraiment un gros gogol, tu vois. Vraiment un énorme débile. Et mais c'est ça. Mais je m'en fous en fait parce que je suis tellement dans mon truc que c'est pas grave, tu vois. Et je le fais même des fois ça m'arrive de faire comme tu faisais avec Photoshop quand tu savais pas sauvegarder, mais j'ouvre ZBrush, je sculpte pendant 2-3 heures, des fois plus, et puis à la fin je ferme le truc, je sauvegarde même pas parce que juste j'ai eu ma dose en fait et je l'ai pas fait parce que je voulais poster sur Instagram ou je sais pas quoi. J'avais juste envie d'être dans ma bulle pendant 2 heures et ça marche. Ah oui, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que c'est des moments où le temps est relatif. On voit pas le temps passer. Moi, je sais que ZBrush, quand je l'avais découvert, c'était une drogue dure. Je devais faire des pages. Ma meuf, elle me défonçait, quoi. C'est genre, elle me laisse à 7h du soir sur l'ordi en train de bosser. Et puis, le lendemain, quand elle se réveille à 7h du matin, elle me fait, t'as bossé sur tes pages? Et puis, t'es sur ZBrush. Et tu fais, non, il est trop bien ce logiciel, c'est une tuerie, c'est trop bien. Mais en fait, en mode autiste, parce que pour moi, il y avait eu le temps d'un clignement d'œil, en fait. C'est ça. Mais... Je m'étais pas rendu compte du temps. Regarder l'heure, c'était pas possible. Le seul truc, j'étais à fond dedans. T'es là, tu dis, c'est vrai, je fais juste la main. Et puis 5 heures plus tard, tu te rends compte que t'es en train de faire toutes les cailloux coincés entre les crampons des chaussures et t'es là genre, ah merde, j'avais dit juste la main, fais chier. C'est clair. Et c'est vrai que moi, par exemple, aux étudiants, là, ce que je leur dis, il y a une des expressions que je leur dis, donc ça, pareil, c'était cool, c'est genre, faut passer en mode autiste. Ouais. C'est vraiment ce que je leur explique. Et un coup, t'en as une qui fait, oui, moi, ma sœur, elle est autiste. Et je fais, oh, trop cool, elle dessine mieux que toi. Elle me fait, oui, c'est vrai. Je fais, bah oui, parce qu'en fait, tu sais, faut être super concentré. Donc, si elle aime dessiner, elle va être à fond. Et moi, quand je vous dis passer en mode autiste, faut l'être, quelque part un peu. Parce que oui, quand on est dans des moments de concentration intense, c'est ça qui nous fait vraiment, vraiment progresser. Ouais. Donc là-dessus, après, sinon, tout ce côté-là, les ateliers avaient payé, pareil, parce que ça faisait super plaisir de voir les petits jeunes que j'avais connus quand ils avaient 14, 15 ans, voir qu'en fait, ils sortaient leur BD, ils travaillaient pour Ankama, pour trucs, pour machin. Cool. Certains autres qui, pareil, beaucoup dans le milieu de la BD ou même dans le milieu du jeu vidéo, mais quand on voit des ados qu'on a eus, avec qui on a fait la teuf, et après le temps passe et puis on va à leur mariage et trucs et puis qui bossent dans leur domaine alors que les mecs en fait ils ont commencé à dessiner dans une cave. Par exemple un des potos qui s'appelle Simon Hutt qui fait du comics, qui a travaillé là sur les Metafuckaz ou des choses comme ça, qui a sorti ces trucs à lui chez Ankama, qui est déjà maintenant dans le jeu vidéo et autres. C'était quand on l'a rencontré, lui était plus âgé, mais le mec, il faisait un truc scientifique à la fac, qu'aurait pu lui ramener plein de thunes et autres, et en fait, il est parti dans le milieu du dessin, du graphisme, parce que il se rendait compte que c'était sa vraie passion et autres. Donc c'est vrai que souvent, quand on se retrouve avec des gens comme ça qui vous font, quelque part, c'est grâce à vous, machin et tout, on fait, non, mais mec, c'est que grâce à toi, hein. T'as fait que bosser, t'as fait que ton truc. Nous, on était des grosses gags qui disions que des conneries tout le long et qui vous donnions quelques conseils et voilà quoi. Et quand on voit justement, c'est là que ça devient super cool, c'est quand on voit des gens qui vous défoncent, qu'on connaissait et on le sait parfaitement que ces gens sont tellement à fond, c'est maintenant t'es plus fort que moi ou tu fais des choses que j'aimerais savoir faire mais que je ne peux pas faire ou que je ne sais pas faire. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment extra. Donc d'autant plus avec la formation. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que moi j'avais pas eu le courage de faire un prêt étudiant pour payer une école. Et en fait quand je vois tous ces petits jeunes de ouf là qui savent prendre le courage de s'endetter pour leur passion, le truc. Je leur dis, franchement, vous avez des balls en acier, quoi. Parce que là, par contre, maintenant, les gars, va falloir assumer vénère. Parce que là, vous savez pas ce que c'est. Moi, on me payait pour aller à l'école.
Ouais. J'avais des bourses. Là, vous lâchez de la thune. Si à la fin de votre formation, vous avez que dalle, c'est parce que vous avez pas bossé assez. Parce qu'en fait, même les types, moi, je vois ce qu'ils font au bout de 3 ans, 4 ans de formation. J'aimerais apprendre autant qu'ils apprennent sur cette durée, sur des durées aussi courtes, en fait. Ouais. Bah, Et donc, c'est clair que ouais, c'est un pari. Et puis le truc, c'est quoi aujourd'hui, les écoles et les formations, elles sont, il y en a pas mal qui sont vraiment super quali, quoi. Non, c'est clair, ouais, de plus en plus. Donc c'est vrai qu'avant, on pouvait se dire, il y a des formations, il y en a toujours, hein, il y en a qui sont pas bien, mais il y en a d'autres qui sont bien, qui ont des bons résultats. Quand on voit ce que ça peut donner, c'est impressionnant. Moi, je sais qu'à chaque fois, je suis sur le cul quand je vois des gens qui sont rentrés en première année, on voit ce qu'ils font à la fin de leur cursus. On fait waouh, ah ouais, quand même, il y a eu du level up, quoi. C'est truc de malade. Mais pareil, ces gens qui réussissent, c'est des gens, c'est des surmotivés qui justement bossent comme des acharnés, comme des gogoles, se tapent des nuits blanches, se tapent des journées de cours. Ils travaillent pendant ils se couchent à 4h du matin, se réveillent à 7h, et puis ils veulent progresser vite, ils savent dans quoi ils investissent, ils sont vraiment passionnés. Donc c'est vrai que moi j'étais en tout cas je suis content de faire ce boulot de formateur qui me laisse du temps pour bosser à côté pour moi aussi. Et c'est quelque chose, en fait, je pense, qui me manquerait énormément si je le faisais plus. Ouais, ça te va super bien de bosser en tant que prof. Parce que c'est vraiment du partage. Salim, c'est un vrai mentor. Il a toute une ribambelle de petits jeunes qui suit là, l'air de pas y toucher, là. Et puis qui l'accompagne jusqu'au bout d'une belle façon. Là. C'est assez beau à voir. Moi, sans te couper la parole, moi ça m'a inspiré beaucoup parce que j'étais parti en sucette moi ça faisait 8 ans que j'enseignais. J'avais oublié l'essentiel, quoi. J'avais oublié que en fait j'enseignais parce que je kiffais mon truc, quoi. Hein. Donc j'étais pris sur des logiques administratives, des logiques d'objectifs. J'arrivais pas à exactement à ce que je voulais faire. Et puis c'est vrai qu'avec la formation de Bastien, avec la rencontre avec tous ces gens qui aimaient leur métier, je me suis dit oh putain. En fait, ça venait de là, quoi. Le jus intérieur. Moi, j'avais quand même bien dégusté sur ma carrière professionnelle. C'était plutôt décrescendo à partir du moment où j'ai été diplômé. Et là, à ce moment-là, j'ai connecté de façon positive, quoi. J'ai vu des gens qui aimaient faire ce qu'ils faisaient, quoi. Et moi, j'enseignais une matière, j'avais oublié que c'était celle qui me faisait triper, quoi. Et ça a été une vraie révélation d'entendre Bastien parler de son métier, de voir Salim parler de son métier, de me dire de fermer ma gueule en cours et d'essayer de plutôt faire parler les étudiants. Ça a été un vrai déclic cette année-là pour la création. Et ça m'a reconnecté avec un essentiel qui est que quand tu donnes un cours, en fait, tu as l'impression que tu enseignes une matière. Donc, tu vas donner des choses techniques, etc. Mais en fait, tu enseignes surtout l'amour de ce que tu fais. Mais carrément. C'est vrai. Et quand tu arrives à transmettre une sorte de passion, en fait, tu as fait tout le travail. C'est parce ça. que le gamin, l'étudiant, il part avec le même amour et il trouve toutes les solutions tout seul. Cette première partie touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. On vous attend pour la deuxième partie la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ainsi que sur notre Discord. On a aussi une adresse mail si vous avez des questions. Tous les liens sont évidemment dans la description. Merci et à la semaine prochaine.